Merci d'être venu ce matin. En fait, l'idée nous est venue de faire un petit déjeuner sur l'IoT, parce que l'IoT, on en parle beaucoup. Et certains s'en gargarisent dans les dîners mondains, mais qui sait véritablement ce qu'il y a derrière l'IoT? Et donc, pour lever le voile, j'ai le plaisir de vous présenter Angélique Bag, qui est chez Sigfox, qui est une pépite française avec des actionnaires de renom et qui est spécialisée dans les réseaux télécoms pour les objets connectés. Angélique, elle a fait toute sa carrière dans les nouvelles technologies et l'informatique, et elle a accepté avec plaisir de relever ce défi. Merci Angélique. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IoT. Je pense que tout le monde en a entendu parler, mais qui a déjà vu un projet IoT se déployer dans une société? Ah, une personne, à distance, je ne sais pas, parce qu'on a 15 personnes à distance. Donc effectivement, on en parle beaucoup parce que il y a une opportunité business qui est assez incroyable. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, bon, en fonction des instituts, il y a 7 milliards d'objets connectés dans le monde aujourd'hui. On pense que c'est exponentiel. Donc, en 2025, certains prédisent plus de 21 milliards d'objets. Mais surtout, l'idée derrière ces objets, c'est que ça va constituer une part importante de l'économie, enfin avoir un impact très important au niveau de l'économie, et c'est transverse, quel que soit le secteur d'activité. Mais comme le disait Yves, l'IoT, on en parle beaucoup, mais dans les faits, il n'y a encore pas énormément de déploiement au niveau industriel. Donc, on voit beaucoup d'expérimentations qui sont menées un petit peu dans toutes les industries, mais il y a peu de sociétés aujourd'hui qui ont vraiment compris ce qu'allait pouvoir leur apporter l'IoT. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter, de vous expliquer un petit peu de quoi on parle, et après de vous présenter des cas concrets de déploiement qui ont pu être faits sur le marché dans différents secteurs d'activité. Comme ça peut aussi vous donner des idées, vous, dans les sociétés dans lesquelles vous interviendrez ou vous êtes actuellement en mission. Voilà, ça donne des idées très concrètes sur concrètement qu'est-ce qu'on peut faire avec l'Internet des objets. Alors, c'est bloqué. Ah, voilà. Je me mette en face. Alors, en fait, l'IoT, il y a deux leviers importants que l'on voit et qui font que dans une entreprise, on va démarrer un projet. Alors, la première chose, c'est très évidente, c'est réduction des coûts, optimisation des process, remontée informatique d'information. Donc ça, c'est la chose, on va dire, le levier qui est le plus commun. Effectivement, tout le monde cherche à faire des économies par quelque moyen que ce soit. Donc, l'IoT, ça peut être un moyen dans certains secteurs, effectivement, d'améliorer ses process et de faire des économies. Deuxième levier que l'on voit de plus en plus, c'est la création de valeur et notamment la création de nouveaux services. Donc, aujourd'hui, vous voyez que dans notre société, on consomme à la demande. Donc, c'est arrivé par le cloud. Donc, c'est vrai que chacun d'entre nous, à titre privé, mais maintenant de plus en plus à titre professionnel, on cherche à consommer un service et non plus forcément à acheter, par exemple, une voiture, un équipement, etc. Donc, il y a notamment dans le domaine industriel, beaucoup d'industriels qui sont en train de réfléchir et qui commencent à mettre en place des offres de services. Donc, historiquement, ils vendaient un équipement. Et ils se disent finalement, je ne vais plus vendre un équipement, je vais vendre un service. Et pour vendre un service, il faut être en capacité de mesurer l'utilisation qui est faite, par exemple, d'un équipement, de manière à pouvoir facturer. Donc ça, c'est un point quand même clé, c'est que si on n'a pas d'information sur l'utilisation qui est faite, on n'est pas en capacité de facturer. Donc voilà les deux leviers principaux que l'on voit aujourd'hui comme moteur pour démarrer des projets d'Internet des objets dans les entreprises.
Alors, quelques mots sur Sigfox et ce nouveau type de réseau, parce qu'effectivement, Sigfox, c'est une société française qui a été créée il y a 8 ans. En fait, par deux cofondateurs qui ont une idée complètement dingue il y a 8 ans, en se disant finalement on nous prédit des milliards d'objets connectés, mais c'est complètement ridicule d'utiliser les réseaux traditionnels de communication pour faire communiquer ces objets. C'est comme si vous alliez mettre des vélos sur une autoroute. Voilà, donc ça ne fait pas de sens. Donc l'idée, c'était vraiment dès l'origine de se dire on déploie un réseau mondial de communication dédié aux objets. Donc un réseau, comme un réseau cellulaire, comme vous pouvez le connaître avec un opérateur télécom, mais avec des propriétés relativement intéressantes et qui sont vraiment adaptées à l'Internet des objets. Donc quand on parle d'objets, il faut savoir qu'on a besoin d'une autonomie très importante. Par exemple, quand on parle de télémétrie sur des compteurs d'eau, on ne va pas aller charger le capteur tous les jours, toutes les semaines, pour remonter les informations. Donc, ce nouveau type de réseau, ça permet de connecter, d'avoir des capteurs d'une autonomie jusqu'à une dizaine d'années complètement autonomes. Donc ça, c'est vraiment un intérêt, ça permet d'ouvrir de nouveaux cas d'usage. Et je vous montrerai ça tout à l'heure. L'idée, c'est d'avoir aussi un réseau global, parce que les objets, ils peuvent être amenés à bouger. Quand on est sur des problématiques de tracking, les objets peuvent passer la frontière, donc il faut être en capacité de gérer une connectivité au niveau international. L'idée, c'est d'avoir aussi quelque chose de simple. C'est un principe où on n'a pas de carte SIM, on n'a pas d'appairage sur un réseau, donc tout est transparent. Et il n'y a pas non plus de gestion de roaming interopérateur comme on peut le connaître dans un milieu, dans les réseaux cellulaires. Et autre point important, c'est que pour connecter des objets, il ne faut pas que ça soit cher. Parce qu'en fait, vous allez connecter, par exemple, une chaise, vous êtes assis sur des chaises. Aujourd'hui, on est capable de connecter des chaises pour mesurer en fait, le taux d'occupation d'une salle de réunion. Il faut que ça soit low cost, donc aussi bien en termes de communication, mais également en termes d'objet, le coût de l'objet. Ce qui va faire que l'ensemble de la solution va être économiquement intéressant et va pouvoir être déployé à large échelle. Alors, comment ça marche l'Internet des objets ? C'est assez simple. Le principe, c'est qu'il y a des objets qui parlent. Ensuite, ça passe à travers un réseau radio. Et ça arrive dans un cloud ou ce qu'on appelle un back-end opérateur. Et après, les clients viennent récupérer leurs messages directement dans ce cloud et vont les analyser, vont les intégrer dans leur système d'information sur des plateformes de gestion, ce qu'on appelle des plateformes IoT. Donc voilà, le principe, c'est relativement simple et très ouvert. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'après, toutes ces informations arrivent ici, mais elles peuvent aussi arriver de toutes parts. C'est-à-dire qu'il peut y avoir différents systèmes dans une entreprise. Vous pouvez avoir des systèmes qui sont au niveau de l'industrie, donc au niveau des machines de production. Tout ça, après, ça peut être couplé à d'autres informations et c'est toute la richesse, après, qu'on va pouvoir tirer des données et de l'analyse des données qui va permettre aussi de créer de la valeur au niveau de l'entreprise. Voilà. Alors, quand on parle d'Internet des objets, qu'est-ce qu'on peut mesurer concrètement comme paramètres ? En fait, c'est assez vaste. Ça peut être une position, une vitesse, une température, un taux d'humidité, un niveau sonore. On peut faire de la recherche de gaz. Bien sûr, le redatage, la date, l'heure. Ça peut être une force, une pression, une fuite, une accélération. S'il y a de la lumière, pas de lumière. Donc, vous voyez que les informations, en fonction des cas d'usage, ça peut être très vaste. Et donc, c'est le design du capteur qui va faire qu'on va pouvoir mesurer tel ou tel paramètre. Et le principe, quand on parle d'Internet des objets, c'est qu'on envoie des petits messages. Donc, on n'envoie pas de voix. Ce n'est pas des réseaux pour faire passer de la voix ou de la vidéo. On envoie des petits messages. Donc, mais l'idée, c'est que ces petits messages peuvent contenir énormément d'informations de façon largement suffisante par rapport finalement à ce qu'on veut remonter. L'idée derrière tout ça, c'est une innovation frugale.
hein. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde se pose la question de les économies d'énergie. C'est que si l'idée, c'est que si on a je ne sais pas combien de milliards d'objets connectés, il faut utiliser le réseau le plus efficace et le moins gourmand en termes d'énergie pour faire passer tous ces messages. Voilà, c'est quand même assez crucial, on va dire, dans le dimensionnement de l'ensemble des réseaux sur la planète et de notre consommation d'énergie. Parce que je pense que, alors après, il y a tout ce qui est consommation au niveau des data centers, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Alors, quand on mène un projet IoT, l'idée, c'est quand même d'être bien accompagné parce qu'on voit beaucoup de nos clients qui se lancent tête baissée en disant bah, « je vais faire un projet IoT ». Ok, très bien, mais concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est votre problématique? Donc, sans forcément avoir réfléchi derrière, ok, pourquoi je veux faire ça? Quelle est la problématique que j'essaie de traiter? Parce que finalement, l'IoT, c'est juste un moyen. Hein, c'est pas le remède miracle à tout. Donc, il y a... Alors, chez Sigfox, on a une méthodologie mais qui est valable, on va dire, pour tous les projets. Hein. C'est première phase, d'identifier les besoins, les cas d'usage et de les définir et de faire en fait une évaluation du business case et du ROI, donc du retour sur investissement qui est espéré. Donc ça, c'est vraiment fondamental avant de se lancer dans la phase d'expérimentation, parce que sinon, vous pouvez passer beaucoup de temps à faire des expérimentations dans tous les sens, mais bon, si ce n'est pas bien cadré dès le départ, comme tous les projets, j'ai envie de dire, ça va difficilement au bout. Deuxième phase, généralement, on passe par une phase de test. Alors, c'est pas tant, alors ça peut être un test technique, mais c'est plutôt, on va dire, un test pour voir quel est l'impact et tout le cheminement, en fait, au niveau notamment des métiers, des fonctions qui vont être impactées par le projet, de manière à bien définir, ok, ben, par exemple, je vais être sur un projet, je veux faire du tracking de rôle dans la grande distribution, par exemple, donc ces grands chariots métalliques. Ok, mais alors qu'est-ce que je veux mesurer? Où est-ce que sont mes flux logistiques, etc. Donc, qu'est-ce que je veux remonter à quelle fréquence? Donc, tout ça, il y a une partie affinage quand on arrive sur la phase de terrain. Et la dernière phase, c'est la phase d'industrialisation. C'est qu'une fois qu'on a bien cadré le projet, qu'on a déjà fait une petite expérimentation sur un périmètre réduit, qu'on a testé que tout se passait bien, passer à la phase suivante, qui est hyper importante parce que dans l'Internet des objets, au-delà du réseau, il y a les objets. Et les objets, pour ceux qui ont travaillé dans le domaine du hardware, bah, ce n'est pas si simple que ça. Donc, quand on passe, on va dire, pour en avoir une centaine, c'est, on va dire, assez facile. Il y a beaucoup de gens qui savent faire. Après, quand on passe sur des volumes beaucoup plus importants, quand on parle de dizaines, de centaines, de milliers, voire de millions de pièces, on rentre vraiment dans des procédés industriels. Et donc là, il y a quand même un certain savoir-faire à avoir et du suivi. Alors après, on va passer sur les cas d'usage. On m'a dit que les questions se prenaient après, donc je répondais à toutes les questions à l'issue de la présentation. Alors, j'ai choisi quelques cas d'usage. Il y en avait beaucoup, mais j'ai fait un choix. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup de cas d'usage dans tout ce qui est domaine du transport et de la logistique. Donc, j'ai choisi déjà de vous faire un focus sur ce domaine-là pour vous expliquer concrètement ce qui a pu être mis en place et les bénéfices qu'en ont tirés les différentes sociétés. Alors, pourquoi l'IoT, c'est intéressant dans le transport et la logistique? Alors, ça fait des années que, si vous connaissez ce domaine-là, les camions, ils ont des GPS, etc. Et je dirais que pourquoi, finalement, on a besoin d'aller plus loin? C'est parce que les flux logistiques, en fait, deviennent extrêmement complexes. Donc, quand vous envoyez une marchandise qui va devoir traverser l'Atlantique ou je ne sais pas quelle mer, il va passer par différents modes de transport. Et même quand on parle du transport routier, en fait, un camion, en l'occurrence le tracteur, il est suivi par GPS, mais pas la remorque. Et en cours de route, en fait, le tracteur, il peut changer de remorque. Donc, vous voyez un petit peu la complexité. Donc, il y a des sujets quand même assez clés dans la logistique. C'est éviter, bien évidemment, les pertes, optimiser l'utilisation qui peut être faite des différents containers, remorques et autres,
optimisation des stocks. Donc l'IoT peut être un moyen très intéressant, je vous le montrerai après, d'optimiser les stocks et donc de gagner un petit peu plus d'argent, de faire de l'upsell, notamment en analysant différentes données, tout ce qui est amélioration bien évidemment de la satisfaction client, et pour certains cas d'usage, la définition de responsabilité. C'est vrai que c'est toujours un petit sujet quand une marchandise passe dans énormément de mains, de savoir qui est responsable de quoi. Alors, un cas concret du tracking de containers maritimes. Donc, en l'occurrence, là, c'est un projet qui a été mené avec Michelin. Donc, Michelin, ils envoient un peu partout dans le monde. Donc, quand ils envoient un container, quand ils font un envoi international, il y a en moyenne 25 acteurs et 200 interactions. Donc, autant vous dire que pour aller récupérer des informations, même quand on a des systèmes TMS, etc., en logistique, c'est extrêmement compliqué. En fait, jusqu'à présent, ils avaient les informations qui étaient remontées par leurs transporteurs. Et juste ça, après, ils n'avaient aucun moyen de vérifier que, voilà, on leur disait, le container, il doit arriver, je ne sais pas dans quel port à tel jour. Entre-temps, il se trouve que la compagnie maritime, si elle peut aller récupérer des containers à 2000 km, elle va le faire, elle va faire un détour. De toute façon, il y a 4, on va dire, grosses sociétés dans le monde qui font du transport maritime. Vous n'avez aucun levier de négociation pour dire non, non, mais je ne suis pas d'accord, y compris un Michelin. Donc là, leur idée, c'était de dire, ils se sont dit, bon, nous, on aimerait bien savoir finalement ce qui se passe. Et donc, ils ont décidé tout simplement de mettre des petits trackers sur leurs containers et de suivre en fait les trajets qui sont faits. Et là, ils se sont rendus compte qu'entre ce qu'on leur racontait et le circuit réel du container, ça n'avait absolument rien à voir. Donc là, ils ont décidé, et donc c'est live depuis septembre dernier, donc ils commencent à déployer en fait sur différentes lignes un système de tracking qui est couplé après avec une plateforme. Ils ont développé eux-mêmes une plateforme de manière à suivre ces flux maritimes. Et ils ont mesuré, concrètement, le bénéfice pour eux, c'est la réduction du stock. Parce que jusqu'à présent, finalement, quand vous ne savez pas trop, vous prenez beaucoup plus de stock que prévu. Le fait d'avoir une meilleure visibilité sur vos flux vous permet d'avoir une meilleure anticipation et donc de diminuer vos stocks. Et vous imaginez que quand chez un Michelin, on diminue ses stocks ne serait-ce que d'1%, l'impact immédiat, il est de plusieurs millions d'euros. Voilà, donc c'est très concret, c'est relativement simple. Ça a commencé par un petit test, ils ont mis 2-3 trackers dans des containers. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que l'information remontait bien, malgré le transport maritime. Ils n'ont pas besoin d'une géolocalisation extrêmement précise, à quelques kilomètres, ça leur suffit. Et là, le bénéfice est vraiment réel et ils décident de déployer. Autre cas qui va bientôt être déployé, là. Il y a un gros sujet dans l'industrie en général sur le tracking de contenants. Alors, de contenants, c'est par exemple ce genre de caisse, là en plastique. Ça, c'est pour l'industrie automobile. Quand vous êtes dans ce type d'industrie, avoir une visibilité sur vos flux quand vous avez X fournisseurs qui sont sur X sites un peu partout dans le monde, c'est extrêmement compliqué de savoir où sont les pièces et donc d'anticiper potentiellement une rupture d'approvisionnement. Et donc, quand on arrête une chaîne de production dans l'industrie automobile, mais dans l'industrie aéronautique, c'est pareil, ça représente, on va dire, des sommes en millions d'euros. Donc là, très simplement, même sans principe, ce client a décidé d'équiper en fait toutes ces caisses avec des trackers de manière à pouvoir les localiser en fait entre les différents flux de production et les différents sous-traitants qui sont des sous-traitants pour des pièces. Voilà, donc bien évidemment l'objectif derrière c'est d'avoir une visibilité, mais de réduire également
le nombre de contenants, parce que bien évidemment, quand vous n'avez pas de visibilité, ces caisses, elles se retrouvent dans un coin, vous n'en avez pas assez, donc vous en rachetez, etc., etc. Donc ça permet de faire une gestion en fait de ces assets. Alors, un peu le même principe, là, c'est Airbus, qui a commencé il y a quelques années, justement, à suivre également ces pièces, enfin, ce type de support qui, en fait, transporte des pièces. Et vous avez un petit tracker ici qui permet de suivre, même principe, entre les différentes usines qu'ils ont un petit peu partout en Europe. Et ce qu'on m'a dit pas plus tard qu'hier, c'est qu'ils ont diminué, enfin ils ont accéléré la rotation. Ils étaient sur, enfin ils ont diminué par 2 le nombre de jours de délai en fait. Donc ils accélèrent en fait la rotation. Donc, ce qui est extrêmement important pour eux, et ça, ils ont un meilleur suivi au niveau de l'assemblage, etc. Donc, et ils décident là de le déployer de façon plus large. Alors ça, c'est assez intéressant. Alors Stella, c'est une filiale de Total. Donc, Total est en pleine transformation, comme beaucoup d'entreprises, parce que quand on extrait du pétrole et qu'on vend du pétrole par les temps qui courent, il faut penser à l'avenir. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils se diversifient et ils rachètent pas mal de boîtes pour sortir un petit peu de tout ce qui est pétrole. Et là, en fait, leur filiale qui s'appelle Stella distribue en fait tout ce qui est hydrocarbures. Et ils ont comme clients des transporteurs. Et ils ont réfléchi à comment est-ce qu'ils pouvaient aider leurs transporteurs et apporter un service supplémentaire. Donc, ils ont décidé, après des tests, des focus group, etc., de lancer un nouveau service de tracking de remorques pour leurs clients. Donc là, c'est vraiment un enjeu de transformation, où ils se disent, on est en train de changer de métier et comment est-ce qu'on peut créer plus de valeur avec l'IoT. Et donc, ils ont décidé de lancer ce service. Donc, c'est là aussi le principe, c'est que les transporteurs, en fait, n'avaient aucune visibilité sur où étaient leurs remorques, puisque, comme je vous ai expliqué, les tracteurs changent de remorque en cours de route, etc. Une remorque, ça vaut, je crois, chez eux, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, il y a un vrai enjeu de savoir où se trouvent ces remorques et comment optimiser, en fait, son parc de remorques. Donc là, pareil, même principe, ils mettent un petit tracker. Ils ont développé toute une application qui permet donc à leurs clients de géolocaliser en temps réel en fait leurs remorques. Et évidemment, après, ils ont réfléchi à tout ce qui est aussi sujet de maintenance préventive, etc., en remontant automatiquement certains paramètres pour déclencher en fait certaines opérations de maintenance. Alors, autre sujet, donc là, rien à voir, on passe du pétrole au luxe. Alors, LVMH. LVMH, comme aussi beaucoup d'entreprises de luxe, même si ça va très bien, aujourd'hui, ils ont quand même un vrai sujet de capter les millenniums, parce que finalement, c'est les nouveaux consommateurs. Et donc, ils réfléchissent aussi à des solutions qui intègrent de la technologie. Et l'IoT, c'est une technologie parmi d'autres. Là, leur volonté, c'était de lancer un service de tracking de bagages au niveau international. Donc, ils ont lancé ce service. Donc, si vous allez sur le site Louis Vuitton, vous pouvez acheter en fait ce petit tracker qui est là. Alors, il est gainé de cuir, voilà, il vaut 250 € quand même, mais bon, vu le prix du bagage, je dirais que c'est un détail. Donc, le principe, c'est qu'ils vendent ça, donc ils font de l'upsell sur leur bagage et ils offrent cette solution parce que c'est vrai que c'est un vrai, la perte de bagages, c'est énorme au niveau international. Donc, il y a un vrai stress aussi de beaucoup de voyageurs de perdre sa valise. En plus, quand c'est une Vuitton, on se dit qu'on aimerait bien la garder à l'aéroport en se disant, voilà, moi je décolle pour Tokyo, si mon bagage il part à New York, comment je fais, etc. Donc là, ce petit tracker
permet de géolocaliser son bagage. Donc, ils ont développé une petite application et d'être rassuré sur le fait que le bagage est bien dans l'aéroport où vous êtes et que vous allez bien le récupérer. Donc, c'est un service différenciant qu'ils ont créé. Il y a une prouesse technologique parce qu'en fait, aujourd'hui, ça marche dans 114 aéroports dans le monde, donc les plus gros aéroports. Une problématique en fait à l'international quand on parle de radio, c'est que vous avez peut-être fait l'expérience, mais votre téléphone portable ne marche pas forcément au Japon, parce que les bandes radio en fait sont différentes. Voilà, dans certaines zones, vous ne pouvez pas utiliser le même appareil. Là, en fait, on a pas mal travaillé là-dessus, et ce tracker en fait marche partout dans le monde. Voilà, donc ça, c'est une vraie prouesse aussi au niveau technologique. Donc voilà sur tout ce qui touche au tracking et à la logistique, qui est un très gros sujet et des très gros cas d'usage. Enfin voilà, donc c'est aujourd'hui, ça fait partie des premiers cas d'usage que l'on voit aujourd'hui sur le marché, où il y a vraiment un ROI tangible et où il y a vraiment des sociétés qui lancent des projets de façon industrialisée et des grands noms. Vous l'avez vu, des leaders en fait dans leur domaine. Alors là, je vais faire un petit focus sur tout ce qui est Smart City et Smart Building. C'est un autre sujet dont on parle beaucoup. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous apporter aussi des idées très concrètes sur ce qu'on peut faire dans le domaine. Parce que là aussi, on en parle beaucoup, de la Smart City notamment. Après, aujourd'hui, il y a peu de villes qui ont réellement déployé des solutions, on va dire, de façon un petit peu industrielle. Il y a eu beaucoup d'expérimentations un petit peu partout. Mais bon, c'est des processus un petit peu longs, surtout quand on est dans le secteur public. Alors, exemple très concret, c'est donc là plutôt autour du smart building, c'est pour tout ce qui est les métiers du facility management. En fait, des sociétés qui fournissent à d'autres sociétés des services, notamment de ménage ou autres, ont une vraie problématique aujourd'hui de mesurer et de savoir si le personnel qu'ils envoient sur place se présente bien à l'heure et fait bien le nombre d'heures pour lequel le client final va payer. Et aujourd'hui, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous entrez dans votre bureau le matin à 9 h et finalement, vous découvrez que la femme de ménage, elle n'est pas passée. Alors que bon, c'est toujours un peu désagréable. Donc, leur idée, c'est d'offrir un service où justement, ils vont être proactifs, où ils vont pouvoir contacter l'entreprise avant qu'il y ait un problème en disant effectivement, Madame Machin devait passer à telle heure, elle a eu un problème, mais je vous envoie quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est vraiment cette idée aussi d'aller à une personnalisation du service. Et comment on fait ça? Là, en l'occurrence, ce qui a été déployé chez un facility manager, c'est une solution, un peu de système de badge qui permet donc à la personne qui doit effectuer une tâche de se présenter, e-badge, check-in, check-out à la sortie. Ça a l'air tout bête, sauf qu'aujourd'hui, avant l'arrivée de ce type de technologie, ils ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez dans un bâtiment, il y a plein de réseaux partout, Wi-Fi, etc. Sauf que vous ne pouvez pas vous connecter au réseau de l'entreprise, puisque vous êtes un prestataire extérieur. On ne vous ouvre pas forcément l'accès au réseau IT en fait, de l'entreprise. Donc ça permet de mettre en place une solution de façon complètement indépendante du client chez qui vous êtes. Et d'avoir des processus qui peuvent être après standardisés pour vos propres processus. Et les remontées d'informations, après, va se faire et va remonter jusqu'au système RH qui va pouvoir, après, facturer le client, mais aussi, on va dire, payer la personne qui effectue la tâche. Donc, c'est vraiment une connexion, une récupération des informations dans le système de gestion RH. Alors, autre sujet, c'est le monitoring de la qualité de l'air. C'est un gros sujet au niveau des bâtiments, mais également le secteur public, puisque début d'année, notamment, il y a une réglementation qui est passée où on oblige notamment les mairies à mettre en place des systèmes de suivi du taux de pollution dans les écoles et dans les crèches. Voilà. Donc là, ça devient obligatoire. Ce n'est pas encore obligatoire dans les sociétés.
peut-être qu'un jour ça le sera, mais en tout cas, il a été prouvé que s'il y a une mauvaise qualité de l'air, ben, vous travaillez moins bien, quoi, tout simplement. Donc la productivité est en baisse. Et dans certains lieux publics comme les centres commerciaux, si vous avez trop de CO2, ben, en fait, vous êtes moins enclin à acheter parce que vous avez l'impression d'étouffer. Et donc, bah, vous allez plutôt dire, OK, bah, je m'en vais plutôt que de rester plus longtemps dans un centre commercial. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a des petits capteurs qui ne sont pas très chers, qui sont reliés à des applications qui permettent de remonter automatiquement des informations de CO2, de température, d'humidité, etc. Moi, j'en parlais un peu tout à l'heure. Dans les grandes villes, il y a quand même un peu un sujet sur le prix de l'immobilier pour beaucoup de sociétés. On estime qu'en fait, le coût moyen d'un poste de travail, c'est entre 10 et 15 000 euros, tout compris. Hein, il y a les locaux, plus tous les services associés. Donc, c'est quand même assez élevé. Et le taux d'occupation moyenne, en fonction des sociétés, c'est 40-60%. Voilà. Donc, il y a quand même une vraie piste d'optimisation. Et comment on optimise? Il faut mesurer. Et comment on mesure? Là, jusqu'à présent, c'était un peu compliqué. Donc aujourd'hui, on arrive avec ce type de capteur qui peut se mettre dans une salle de réunion, voire sous des sièges, sous des bureaux. Donc ça permet de mesurer en temps réel quel est le taux d'occupation d'un espace de travail. Et donc du coup, de redimensionner aussi les espaces au mieux en adéquation en fait avec la fréquentation. C'est un outil très intéressant aussi, puisque voilà, il y a tout ce qui est CHSCT, etc. Donc avant de faire des modifications d'espace, il faut un petit peu réfléchir et il faut être en capacité de monter aussi des éléments factuels sur OK, on fait ça parce que vous voyez, on a mesuré que c'est quand même beaucoup plus facile quand on a des preuves que de dire OK, on va tout changer. Là, vous avez les syndicats, etc., qui lèvent les bras en disant non, on n'est pas d'accord. Donc voilà, toujours, donc on remonte la donnée, puis après, il y a des interfaces de visualisation qui permettent de suivre en temps réel et donc qui peuvent être aussi couplés avec des services pour les occupants. Vous pouvez voir automatiquement si une salle de réunion est libre ou pas et la booker directement en ligne. Alors, l'énergie, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un gros sujet. Hein. Tout ce qui est mesure de la consommation énergétique, notamment des bâtiments, c'est quand même un levier très important d'économie. Et puis, en plus, poussé aussi par la réglementation, vous savez, COP21, etc. Enfin, toutes ces réglementations liées à l'efficacité énergétique. Donc, pour pouvoir, on va dire, économiser l'énergie, il faut savoir la mesurer. Donc, aujourd'hui, il existe plein de capteurs disponibles pour mesurer tout ce qui est consommation, eau, électricité, gaz, monitorer la température, contrôler automatiquement le chauffage, etc. Pardon. De façon extrêmement simple, beaucoup plus simple que dans tous les bâtiments, aujourd'hui, vous avez des boîtiers où ça mesure la température, mais c'est des choses qui sont extrêmement chères. Et souvent, c'est calibré, en fait, quand on emménage dans un nouveau bâtiment. Et puis après, en fait, on laisse tout parce que c'est tellement compliqué qu'après, plus personne n'y touche. Or, 1 degré d'écart, c'est environ 7%, à vous diminuer en fait le chauffage d'1 degré, c'est environ 7% d'économie sur votre facture énergétique. Donc, vous voyez, l'impact est hyper important et finalement, c'est assez sensible. Donc, d'où la nécessité de mesurer, on va dire, en temps réel, ce type de paramètres. Alors là, c'est l'exemple d'un industriel qui s'est dit justement jusqu'à présent, je vends en l'occurrence des systèmes d'air conditionné. Hein, Daikin, c'est un très gros. Et en fait, Daikin en Asie, enfin en Europe, ils passent par un système de sous-traitants qui font notamment tout ce qui est maintenance. Et en Asie, en l'occurrence, là, ce cas d'usage, il est au Japon. Ils ont leur propre système de maintenance de leur système d'air conditionné. Et donc, ils cherchaient un système pour remonter automatiquement certains paramètres. Donc, ça va être la température, la compression, la pression, etc. De manière à monitorer automatiquement leurs équipements et à pouvoir remonter des alertes et planifier des opérations de maintenance
mais qui sont vraiment utiles. C'est-à-dire que la problématique quand vous avez un parc en maintenance, c'est que souvent vous devez envoyer physiquement un technicien pour regarder et mesurer les paramètres. Et donc, ça coûte de l'argent, hein, bien évidemment, d'envoyer quelqu'un sur place. Là, l'idée, c'est de n'envoyer un technicien qu'à partir du moment où on a détecté qu'il y avait un problème ou potentiellement qu'on arrivait à un cycle où il fallait faire une opération de maintenance. Voilà. Donc là, c'est vraiment... c'est des choses, en fait, qu'on ne pouvait pas forcément faire auparavant. Parce que souvent sur des machines, c'était des systèmes en fait de contrôle-commande où vous aviez les informations quand vous alliez vous connecter directement sur la machine. Là, l'idée, c'est de vous envoyer des informations longue distance et donc vous récupérez via une plateforme, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, ces informations. Alors, je vais terminer par ça. Alors, je ne sais pas, vous avez certainement dû voir le lancement de la nouvelle Free Delta. Là, bon, alors vous voyez que Free là met un pas dans tout ce qui est domotique, hein, puisque historiquement, voilà, les opérateurs télécoms ils vendent des box, sauf qu'aujourd'hui il y a un vrai enjeu, c'est que les jeunes, ils achètent plus de box en fait, ils utilisent leur téléphone comme box. Donc les opérateurs commencent à se dire, mais comment on fait finalement pour continuer à facturer une box et pas juste un abonnement d'un téléphone mobile. Donc, il se trouve que Free, là, vous avez vu, a sorti une offre avec de Vialet, donc la musique, où finalement la box, il y a une partie enceinte plutôt haut de gamme et on va dire un peu sexy. Il y a eu aussi une annonce qui a été faite avec Somfy, justement pour des systèmes de télésurveillance. Donc, il y a vraiment, on voit que la maison et tout ce qui est domotique, il y a vraiment un gros enjeu de finalement qui va prendre la place dans la maison. Donc aujourd'hui, les GAFA avec les Alexia et compagnie commencent à vendre, vous savez, leur comment est-ce qu'on dit, assistant, voilà, personnel. Et donc ça, c'est un vrai risque pour beaucoup d'acteurs du marché. Parce que forcément, à travers cet assistant, ils vont capter énormément d'informations et récolter énormément d'informations. Donc, il y a un enjeu, on va dire, mondial hein, pour qui va prendre la place dans la maison. Et donc, voilà, une des réponses, c'est typiquement la réponse de Free, c'est d'apporter beaucoup plus de services autour de sa box. Donc, c'est vrai que tout le monde se cherche un petit peu, tout le monde essaie de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut finalement apporter des services un petit peu sexy aux consommateurs, parce que l'idée, il faut aussi que le consommateur achète derrière. Donc là, ce qui est intéressant avec Free, c'est qu'il a choisi quand même des acteurs français, parce que de Vialet, c'est français, Somfy, c'est français, et en fait, donc Sigfox, c'est français, et on assure en fait tout ce qui est backup dans la box, puisqu'on est utilisé comme réseau de backup avec si tout est coupé, on peut encore communiquer. Voilà. Donc, assez intéressant, je trouve, comme approche. Mais voilà, gros enjeu sur tout ce qui est récolte d'informations et donc contrôle après de tous les appareils de la maison, bien évidemment, c'est qui va gagner, quoi. C'est un peu la course à celui qui sera présent dans le plus grand nombre de foyers ou d'entreprises aussi, hein, par extension. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je suis à votre disposition pour les questions. Oui. Et bonjour et merci beaucoup pour cette super présentation. Les protocoles de communication, vous dites, pour les trackers industriels sont communs, c'est-à-dire qu'on peut avoir des sites sur Sigfox, des sites avec un concurrent, et les trackers industriels vont sur un protocole commun de communication? Alors, les objets, en fait, ils doivent embarquer une puce de communication, enfin une librairie, en fait, une puce de communication. Ils peuvent être multiprotocoles, c'est-à-dire que certains capteurs peuvent être à la fois GSM, embarquer du Sigfox, mais du GPS, voire du LoRa ou d'autres systèmes. Donc après, tout dépend comment est conçu l'objet.
par rapport à la captation des données. Après, la couche d'abstraction se fait au niveau du cloud. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, finalement, demain, c'est un système hybride. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va, en fonction des cas d'usage, choisir un canal de communication. Ça peut être du Wi-Fi, du Bluetooth quand on est à l'intérieur d'un bâtiment. Après, il va falloir du longue distance. Il y a beaucoup de données en fait à envoyer. Ça va être par exemple du réseau GSM. Et puis après, sur des cas d'usage où on a besoin vraiment de consommer l'énergie, utiliser, enfin le réseau en fait Sigfox, c'est un réseau qu'on appelle LP WAN, c'est Low Power Wide Area Network. Et on opère sur la bande de fréquence 868 MHz, qui est libre de droit. Et ce qui permet aussi d'avoir des prix low cost, parce que la problématique du réseau cellulaire, c'est qu'en fait, les opérateurs achètent le droit d'utiliser des bandes de fréquence. Vous avez vu, pour la 5G, il y a des enchères à plusieurs millions, même centaines de millions. Et donc, ça veut dire que derrière, ils sont obligés de pratiquer aussi des prix pour, on va dire, rentabiliser leur investissement. Donc, la couche d'abstraction, elle est plutôt dans le cloud aujourd'hui. Après, il faut que l'objet, voilà, il peut être multi-protocole, mais tout dépend comment il est conçu. Et plus vous mettez de protocoles, plus c'est cher. Parce qu'après, il y a l'enjeu aussi d'avoir quelque chose qui soit intéressant en termes de coût. Très bien. Justement, toujours au sujet de la couverture géographique, quel est l'enjeu pour Sigfox aujourd'hui? Parce que vous mentionnez que vous êtes présent dans 53 pays. J'imagine que la couverture dépend des bases, des antennes, des base stations. Donc, comment vous gérez cette expansion géographique et quel est l'enjeu pour Sigfox? L'enjeu, c'est de couvrir la planète le plus rapidement possible. La manière dont Sigfox se déploie, c'est un système en fait où quand on veut se développer dans un pays, on signe un partenariat avec un acteur local qui a l'exclusivité, donc qui est en charge de déployer concrètement le réseau, donc les stations radio, et de vendre la connectivité et les services associés. Donc c'est la raison pour laquelle en 8 ans, aujourd'hui, on est déjà dans 53 pays. Ça a permis en fait une expansion internationale très rapide. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans les pays où il y a, on va dire, des cas d'usage en adéquation en fait avec la technologie. Et on envisage également en fait d'avoir des antennes dans des satellites en fait basse orbite, de manière à couvrir des zones qui sont aujourd'hui couvertes uniquement par le satellite, mais d'avoir du coup un positionnement prix beaucoup plus agressif pour envoyer justement des petits messages et pas forcément de la voix. On parle de couverture internationale, mais la couverture en France, c'est comment? Super bonne. Si Free nous a choisi pour être dans tous les foyers français, c'est qu'il y a une raison. On couvre aujourd'hui plus de 95% de la population. Et si après, on a des solutions d'extension de couverture quand c'est nécessaire. On a des des micro-stations radio. Et en fonction des cas d'usage des clients, on peut être amené en fait à déployer des stations complémentaires. Tout dépend du cas d'usage. Après, c'est le retour sur investissement. C'est-à-dire, si c'est pour connecter deux objets, on ne va pas installer une station radio, quoi, voilà. Mais aujourd'hui, on a même une meilleure couverture que n'importe quel opérateur téléphonique avec le réseau cellulaire, parce qu'aujourd'hui, dans plein de zones, vous allez à la campagne ou à la montagne, tout ça. Mais après, c'est de la physique. Aujourd'hui, quelqu'un qui prétend couvrir 100% du territoire, c'est pas possible. Parce que dès qu'on est sur des protocoles radio, vous êtes dans des zones vallonnées, etc. Il y a, voilà, les ondes, si elles peuvent pas passer. Je reviens pas fondamentalement, je dirais, sur Sigfox, mais plutôt sur l'aspect Internet des objets. Ouais. Aujourd'hui, la problématique que nos clients rencontrent, que j'ai pu constater, c'est plus une question aujourd'hui de sécurité dans le déploiement. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, qui dit connexion, dit obligatoirement qu'on peut avoir également non seulement des entrées, mais des sorties, dans les deux sens. Et donc, pour les industriels, c'est aujourd'hui un problème majeur. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui ferait le déploiement de l'IoT, c'est avant tout les problèmes de sécurité. Donc, quel est en fait le niveau de sécurité que vous proposez au niveau de Sigfox pour éviter les cyberattaques?
Alors, bon, c'est la grosse question, on va dire, de tout le monde. Après, ça n'empêche pas, on va dire, les mêmes sociétés d'avoir des comptes Google ou d'utiliser du Amazon. Donc, on est un peu schizophrénique, on va dire. Alors, chez Sigfox, en fait, la manière dont est fait le réseau, bon, déjà, ce sont les objets qui parlent au réseau. Donc, on ne parle pas aux objets. Donc, on n'est pas connecté, on n'utilise pas l'IP. Hein. Donc, aujourd'hui, tous les problématiques, on va dire, de hacking d'objets connectés, ça s'est fait par le réseau IP parce qu'on pouvait envoyer des commandes en fait directement aux objets pour qu'ils aient des comportements anormaux. Donc nous, c'est pas du tout la manière dont ça fonctionne. Le principe, c'est que on a des grandes oreilles en gros et on écoute les objets qui parlent. D'accord. Donc un protocole, alors je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais hyper sécurisé où chaque objet en fait a un identifiant unique et on contrôle aussi dans le monitoring du réseau les comportements anormaux des objets. On peut envoyer des messages descendants, mais uniquement sur commande en fait de l'objet. Donc voilà. Autre point, bon ça c'est propre au réseau Sigfox, c'est que on est souvent utilisé comme réseau de backup, notamment bon là j'ai parlé de Free, mais nos gros clients c'est Securitas Direct, qui a des centrales de télésurveillance. Et aujourd'hui en fait ils utilisent Sigfox parce que on résiste, on est très résistant au brouillage. Et vous savez que le réseau GSM aujourd'hui, même si c'est complètement interdit, vous achetez un brouilleur sur Alibaba et vous brouillez n'importe quel réseau, notamment GSM ou les réseaux, même le 868 classique pour ouvrir les voitures. Vous savez, les clés de voiture, en fait, ça passe par le réseau 868. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'effraction des voitures parce que les voyous ont acheté des brouilleurs, ils ouvrent tranquillement votre voiture. Donc la sécurité, ceinture, bretelles 100%, etc., même le Pentagone, il n'y arrive pas. Hein. Mais aujourd'hui, voilà, disons que la structuration du réseau et la philosophie fait que c'est quand même très compliqué. Et en plus, nous, on envoie des petits messages, hein, c'est 12 octets, des informations qui sont codées 0,1. Même si vous récupérez la donnée, qu'est-ce que vous en faites quoi. Enfin, à un moment, il y a ça aussi, quel est l'enjeu quoi. On ne manipule pas de données personnelles, par exemple, ou de choses comme ça. Non, sur l'aspect, c'est que globalement, en fait, oui, c'est un frein, mais tout à fait, vous avez raison. En particulier en matière de manufacturier, le principal souci, le point numéro 1, c'est la sécurité. Je mets en place, je vais avoir toutes les machines interconnectées. Et qu'est-ce que je mets en place en France pour éviter en fait des cyberattaques? C'est vraiment tout à fait. un problème majeur. Alors nous, on est moins dans le manufacturing, l'usine en tant que telle, et sur l'usine de production. Nous, nos cas d'usage, ils sont plutôt, vous l'avez vu, sur les flux en fait. Donc on se connaît, enfin, ou quand on est dans l'usine, on va être par exemple sur des boutons d'appel ou des choses très particulières, ou justement comme c'est hyper compliqué, l'intérêt du réseau, c'est que on peut se mettre n'importe où, il n'y a pas de fil, de câble, de choses comme ça. Mais c'est mineur par rapport à nos cas d'usage, en tout cas. Voilà. Mais vous avez raison, c'est un frein. Bon, après, je dirais que ce qu'on voit quand même, c'est qu'aujourd'hui, bon, vous avez vu, il y a quand même des grands noms qui commencent à déployer des choses de façon très sérieuse. On voit que ces gens-là ont pris de l'avance parce qu'il y a quand même une maturité de l'entreprise. Donc, là, les projets que je vous montre, souvent, enfin, ça date déjà, l'idée, ça remonte à plusieurs années. Donc, tous ceux qui n'auront pas pris le virage, là, maintenant, ils commencent à accumuler du retard par rapport, en fait, à la concurrence. C'est ça, quand même. C'est un vrai enjeu de compétitivité, quand même. Le numérique au sens large, enfin, là, l'IoT en fait partie, mais au sens large, on voit que dans d'autres pays, puisque bon, du coup, on voit un petit peu ce qui se passe dans le monde, ils ont une adoption qui est beaucoup plus rapide. En France, étonnamment, on n'est pas un des pays qui adopte le plus rapidement la technologie. Alors souvent, on a les meilleures technologies parce qu'on le voit au niveau radio. On a quand même une belle réputation au niveau international sur la radio. Les US sont beaucoup moins en fait avancés que nous au niveau de tout ce qui est télécom. Il faut le savoir, mais ils ont une adoption qui est beaucoup plus rapide et les entreprises, en fait, voient très vite ce que ça peut leur apporter. Ils ne se posent pas de questions métaphysiques, quoi. Enfin, OK, on y va, on teste, à la limite, ça ne marche pas, on ajuste, voilà. Nous, on est toujours en train de se dire, oui, mais alors si on fait ça, là, très cartésien, très on teste. Voilà. Mais bon. Oui? Alors, comment est-ce qu'on démarre un projet IoT?
Bon, ben, déjà, comme je vous l'ai dit, hein, il faut identifier une problématique parce qu'on ne va pas se dire on fait un projet IoT pour faire un projet IoT. Donc, je pense que voilà, on voit beaucoup de comités de direction et là où on voit que ça, ils recensent quand même les problématiques de leur société et l'idée c'est d'être assez ouvert. Après, nous on répond pas à tout, mais c'est de pouvoir échanger justement comme j'ai fait aujourd'hui sur ce qu'on a pu mettre en place avec certains clients. Ça peut donner des idées en se disant bah tiens j'avais ça jusqu'à présent je pouvais pas le faire ou alors je pouvais le faire mais c'était hyper coûteux. Ok, je vais voilà ça peut être une alternative intéressante. Donc il faut voilà, il faut s'informer, il faut regarder, benchmarker ce qui a été fait un petit peu ailleurs. Mais on découvre aussi, enfin comme c'est assez nouveau comme marché, on découvre plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a des clients, ils partaient avec une idée et en fait, ils se sont rendus compte au cours de l'expérimentation qu'ils pouvaient récolter certaines données qui étaient intéressantes. Donc en fait, il faut déjà mettre un pas. Mettre un pas avec quand même une idée de ce qu'on veut récolter comme information et qu'est-ce qu'on veut en faire. Parce que c'est bien beau de collecter des données, mais si derrière vous n'en faites rien, je veux dire, ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment, voilà, mais en tout cas partir d'une problématique et avoir une méthodologie comme j'ai pu, c'est très simple, mais ça s'applique à tous les projets, mais voilà, je pense que c'est en tout cas une bonne trame. Quel est le coût moyen de connexion d'un capteur? Alors, je vais parler pour Sigfox, c'est quelques euros par an et par objet connecté. Donc, le prix varie en fonction du nombre de messages que vous voulez envoyer et en fonction du volume d'objets que vous voulez connecter. Accessoirement, le prix d'un capteur, ça varie aussi en fonction de ce que vous voulez remonter comme information et du volume. En fait, comme on est sur de l'électronique, pour avoir des prix intéressants, il faut être quand même sur des volumes importants. Après, on va dire là aujourd'hui de 15 euros à un peu plus d'une centaine d'euros en fonction de la complexité des capteurs et des volumes. Quel est l'avenir? Alors, quel est l'avenir? Des grands projets par des grands groupes ou des opérateurs de services spécialisés pour créer un effet de masse. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Aujourd'hui, il y a effectivement, comme vous l'avez vu, des grands groupes qui lancent ce type de projet. Par contre, on voit qu'on a dans l'écosystème des partenaires qui développent des solutions qui peuvent être très verticalisées. Donc, ils ne sont pas forcément destinés pour un seul client à déployer des milliers de pièces. Par exemple, si je prends l'agriculture, on a des partenaires qui développent des stations météo connectées. Ça paraît tout bête, mais en fait, quand vous avez des grandes parcelles, la météo, c'est quand même c'est critique. Donc, en fait, et c'était très cher historiquement, les stations météo. Donc là, on arrive à des solutions un peu clés en main où vous avez donc la station météo liée à une application qui archive en fait tout ce qui a pu être mesuré, qui vous permet, cumulé à d'autres informations, de prendre des décisions qui sont on va dire, pertinente pour l'optimisation, on va dire, de tout ce qui est planté, tout ce qui est culture, après élevage, etc. Et là, c'est des opérateurs qui sont hyper spécialisés dans un domaine et qui vont vendre, on va dire, peut-être 5-6 capteurs à un agriculteur ou un peu plus si c'est une coopérative. Mais voilà, donc là, on est sur des plus petits déploiements, mais qui peuvent être multipliés finalement sur différents pays. Souvent, c'est des partenaires qui très vite ont une stratégie de développement à l'international. Voilà, parce qu'ils sont hyper verticalisés, donc ils ont besoin d'aller chercher aussi de la croissance à l'international. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Après, on en a d'autres, qui sont très verticalisés par rapport. Qu'est-ce que je pourrais vous citer d'autres qui vont faire que de la mesure de cuves de fuel, par exemple, ou de cuves d'hydrocarbures ou de cuves. Enfin voilà. Donc, ils vont être hyper spécialisés sur ce sujet-là parce que c'est un vrai métier. Et historiquement, c'est des gens en fait qui avaient déjà qui faisaient des systèmes de mesure, mais qui utilisaient des réseaux locaux.
Et donc, l'idée, c'est ils se disent, tiens, finalement, je vais offrir un nouveau service à mes clients. Je vais pouvoir leur donner l'opportunité de récupérer à distance ces informations sans avoir besoin d'être physiquement sur le lieu de stockage, d'entreposage. Oui. Merci pour votre présentation. J'ai deux questions. La première, c'est sur le ROI. Quelle est la fourchette de payback dans les projets que vous avez vus en mois, le haut et le bas? Et puis la deuxième, c'est sur les cas d'usage en collectivité, parce que les collectivités, vous l'avez dit, elles ne mettent pas d'argent. Donc, quels sont les cas d'usage qui peuvent leur démontrer un ROI? Alors, sur le ROI, c'est difficile de vous fournir une réponse standard parce que c'est extrêmement variable. Le panel est extrêmement large. Il y a sur certains projets, le ROI, il est dans l'année. Enfin, quand vous devez, je dirais, remonter automatiquement certaines informations et que physiquement, je vais prendre un exemple, la SNCF, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, les rails, ils payaient jusqu'à présent physiquement des hommes pour aller mesurer la température du rail quand même, parce que ça se déforme, donc il faut adapter la vitesse. Donc physiquement, ils envoyaient quelqu'un mesurer la température du rail. Bon, avec l'IoT, il remonte automatiquement l'information. Donc là, le ROI, j'ai envie de dire, il est évident, il est immédiat. Après, là où c'est un peu plus long, on va dire, c'est sur quand on développe de nouveaux services. Parce que là, il y a toute une... comme dans tous les projets, quand vous êtes sur une phase de transformation des métiers ou quand un industriel, typiquement comme un Stella, se dit « je vais lancer un nouveau service », le ROI, il est pendant l'année. Mais il n'y a pas que le ROI, il y a le fait qu'à un moment donné, si vous ne faites pas ça, soit vous faites tailler des croupières par vos concurrents, soit vous disparaissez concrètement du marché. Donc, il y a vraiment des enjeux qui vont au-delà du pur ROI du projet. Votre autre question? Sur les collectivités publiques. Alors, les collectivités, en fait, alors j'ai un exemple concret qu'on a fait avec un conseil général, en l'occurrence le Loiret. Donc, les conseils généraux, ils financent un certain nombre de prestations pour les personnes âgées, du ménage, soins à domicile, etc. Et en l'occurrence, là, c'est un projet, ça date déjà d'il y a quelques années, donc c'est intéressant parce que du coup, on a un peu de recul. Ils se sont dit, bon, finalement, on paye des choses, mais on ne sait pas vraiment si le service il est rendu. Donc, ils sont venus nous voir et ils nous ont soumis la problématique. Et là, en fait, on a pas mal réfléchi avec eux et on a déployé une solution toute bête. Le système de badgeuse que je vous ai présenté, en fait, c'est ce qui a été déployé. Donc, en l'occurrence, là, ça prenait la forme d'un petit vide-poche. C'était marqué Conseil général du Loiret à vos côtés. Et donc, ils m'ont demandé au personnel qui se présentait à domicile pour effectuer les soins ou le ménage de badger à l'entrée et à la sortie. Et dès la première année de mémoire, je crois qu'ils ont fait plus d'1 million d'économies. Parce qu'ils finançaient des choses où la personne déclarait, je suis restée 2 heures, donc elle se faisait payer 2 heures, puis en fait, elle était peut-être là qu'une demi-heure. Puis en plus, les personnes âgées, au niveau du temps, même si on leur demandait, est-ce que madame machin ou monsieur machin est venu, il est resté 1 heure et il est resté 2 heures, pas évident, quoi. Donc là, c'est typiquement un cas un sujet où le ROI il est immédiat. On était des premiers étonnés que finalement la solution n'ait pas été déployée plus largement ailleurs. Donc là, ça commence, mais je peux vous dire qu'il faut un peu les travailler encore. Alors, on cherche des économies partout, il y a potentiellement des solutions, mais allez savoir pourquoi, c'est un peu de mal à cranter, on va dire. Voilà, mais oui, il y a plein de sujets, mais après, c'est des circuits de décision qui sont extrêmement longs. En plus, vous avez le système des marchés publics, il y a aussi beaucoup d'acteurs, parce que c'est assez disruptif. Quand vous arrivez avec des choses très disruptives, vous perturbez aussi un écosystème existant de gens qui facturent extrêmement cher certains services et qui n'ont aucune envie que ça change. Voilà, pour faire clair. Mais bon. Bonjour, bravo pour votre présentation. J'avais 2 questions d'un ordre complètement différent. L'une, c'était pour Waze. Waze, c'est bien un objet connecté. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, comment c'est alimenté? Donc ça, c'est une première question. Et la deuxième, qui est beaucoup plus générale, sur le plan éthique, sur le plan informatique et liberté, c'est
en fait, on met en place un peu des Big Brother. Donc, comment c'est géré, comment ça se passe, quels sont les freins, quelles sont les limites et comment c'est encadré? Ok, merci. Alors ouais, c'est une application mobile, hein. Donc ça marche sur votre GSM. Donc les informations, elles sont remontées par le réseau GSM traditionnel. On c'est collaboratif, voilà. De même que TomTom aujourd'hui. En fait, à l'époque quand c'est sorti TomTom, c'est les premières, on va dire, applications un peu massives au niveau de ce qu'on appelait du M2M. Je ne sais pas si vous vous souvenez, machine to machine. Machine to machine, c'est quoi historiquement? On mettait une carte SIM dans un objet, en l'occurrence, auquel un téléphone, mais potentiellement un boîtier du type TomTom ou autre. D'accord. Donc voilà comment ça marche, c'était votre question. Après, sur le Big Brother, etc., bon, ça j'ai envie de dire, ça va bien au-delà de l'Internet des objets, parce qu'aujourd'hui, on a tous un téléphone portable, et aujourd'hui, vous êtes géolocalisé en permanence par un réseau cellulaire. Vous vous connectez en fait sans avoir l'appairage avec les bornes Wi-Fi. Aujourd'hui, vous êtes géolocalisé, je ne sais pas si vous le savez, mais principalement grâce aux bornes Wi-Fi qui sont un peu partout. Et vous avez aujourd'hui 2 ou 3 acteurs dans le monde qui ont l'ensemble des bornes Wi-Fi avec la localisation géographique de toutes les bornes. Donc c'est aussi, en fait, on utilise notamment ce système-là pour faire de la géolocalisation à l'intérieur des bâtiments où le GPS ne marche pas. Et donc c'est IR et Google qui ont en fait ces méga bases de données. Donc on va dire qu'aujourd'hui, oui, l'enjeu il est très important sur la donnée. Il va bien au-delà, notamment il est très sensible sur les données personnelles, un peu moins sur les objets parce que vous l'avez vu, on manipule des petits messages, des 0-1. Sans le contexte, c'est quand même un peu compliqué. Voilà, vous n'allez pas forcément faire grand-chose. Par contre, aujourd'hui, effectivement des Google, des Apple qui ont accès à tous les téléphones portables, de la planète, entre quand on prend Android et Apple, on va dire que vous couvrez aujourd'hui plus de 90%, je crois, des téléphones de la planète. Donc c'est ces gens-là aujourd'hui qui exploitent la donnée, en l'occurrence Google qui a fondé son modèle sur la vente de publicité et qui a toute une mécanique en fait. Voilà, puis après oui, donc c'est quand même à ces acteurs-là, je dirais en priorité, parce qu'ils manipulent quand même des données personnelles de répondre sur ces sujets-là. D'ailleurs, ils sont passés quand même devant la Cour suprême des États-Unis, je crois. Toutes les histoires, les scandales là, avec Facebook, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle et tout ce qu'on dit big data, ça ne marche que s'il y a de la donnée. Donc, c'est la course à récolter la donnée. Et notamment la Chine, parce qu'elle n'a pas la même législation, notamment que l'Europe, collecte énormément de données et on dit que ça va être un acteur majeur dans l'intelligence artificielle parce que plus vous avez de données, plus vous affinez vos moteurs en fait d'intelligence artificielle et plus vous êtes puissant. Donc c'est un vrai sujet. Un petit peu moins quand on est dans le domaine Internet des objets, mais oui, c'est le gros sujet, on va dire, pour l'humanité, on va dire au sens large. Ouais. Voyez une convergence possible entre la RFID et les objets connectés. La RFID, l'avantage, c'est et finalement une capacité de transmission nulle. Oui. Et donc, quel est le lien? Parce que quelques secondes par an, c'est énorme si vous voulez vous adresser à un marché de masse. Alors, c'est une très bonne question. Oui, aujourd'hui, on est interrogé par beaucoup d'industriels qui utilisent la RFID, comme vous l'avez dit, pour des raisons de coût. Même si, la puce, c'est pas cher, mais vous devez quand même acheter toute l'infrastructure, le portique, le lecteur, etc. Et ça, en fait, c'est un réseau courte portée. Donc, vous êtes dans une usine, dans un magasin. Donc, effectivement, un réseau du type Sigfox, ça permet d'envoyer de façon longue distance les informations. Aujourd'hui, pour information, on a des capteurs Sigfox, notamment, qui sont au format RFID. Donc, la convergence arrive. On n'atteindra pas là tout de suite les price points de la RFID, parce que la RFID, ça a mis aussi un certain temps à se développer et au départ, les prix étaient extrêmement élevés. Oui, là, potentiellement, c'est
en tout cas, techniquement, c'est possible. Après, il y a un vrai sujet au niveau du business model et d'arriver à des price points intéressants. On ne couvrira pas tous les marchés, mais sur certains cas d'usage, ça peut être extrêmement intéressant. Ouais. Oui. 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 Oui, mais c'est ça. Mais donc, c'est pas demain. Voilà, il faut encore du temps parce que en fait, c'est les volumes qui font que les prix baissent. Parce que là, on se parle d'électronique, en fait. Hein. Donc, il y a des gros industriels qui sont capables de proposer des prix intéressants, mais pas encore au niveau de la RFID. Donc, mais en tout cas, c'est la voie. C'est la vision qu'on en a. Je vous promets pas ça demain. Mais Bonjour, j'ai deux questions par rapport, on va dire, au positionnement de la France. Où se situe la France par rapport aux 53 pays que vous avez cités, par rapport à l'IoT? Est-ce qu'on est bien en termes de benchmark bien situé ou pas? Et la deuxième question, on a l'impression que cet outil, ou plutôt l'IoT, concerne beaucoup plus les grandes structures, les success stories, les grandes boîtes qu'on a vues. Mais est-ce que ça pourrait aussi concerner les PME? Puisque, comme on a vu, c'est un facteur déterminant au niveau de leur productivité et compétitivité. Voilà. Ouais. Alors la première question, c'était par rapport à est-ce que la France est plus avancée ou pas? C'est ça par rapport à certains pays? Bon, alors la France est plutôt bien avancée parce que historiquement, les technologies LP1 sont nées en France. Donc Sigfox, mais aussi il y a une autre techno qui s'appelle LoRa, qui n'est pas un réseau, c'est une technologie après qui est déployée par certains opérateurs, mais c'est en fait à la base c'est français, même si depuis, je dirais côté LoRa, en fait c'est un modèle basé sur la vente de composants. Hein. C'est Semtech qui les fabrique, donc vous n'avez pas le choix des composants, donc il y a un système de licensing, ça a été racheté par des Américains. Mais le marché français est plutôt, on va dire, avancé parce que finalement, les fournisseurs de la technologie, à l'origine, ils sont plutôt français. Comme je le disais, on est plutôt bon en télécom. Donc, il y a beaucoup d'ingénieurs, en fait, dans les télécoms en France. Historiquement, il y a Orange, mais il y a eu beaucoup de centres de recherche et développement. Moi, j'ai bossé chez Motorola dans le passé. Un des cofondateurs était dans l'équipe R&D de chez Motorola. Il y avait un centre de recherche à Toulouse. Il y a eu des différents acteurs, Alcatel, etc. Enfin bon, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, on a un gros savoir-faire. Après, c'est vrai que on voit que, alors que c'est assez nouveau, quand on ouvre d'autres pays, on voit que l'adoption est beaucoup plus rapide que ce qu'on a vu en France. Alors peut-être aussi qu'entre-temps, le marché il a aussi un peu évolué, mais il y a certains pays qui voient tout de suite l'intérêt et qui se lancent tout de suite sur des très gros projets. On commence à avoir des gros projets au Japon, en Afrique du Sud, en Amérique latine. Donc là, on sent qu'il y a vraiment une traction extrêmement forte et qui vont beaucoup plus vite que nous. Donc, comme je disais, l'adoption, c'est beaucoup plus rapide. Alors après, effectivement, j'ai présenté sur l'autre question qui est, mais finalement, est-ce que c'est réservé aux grands groupes? Non, pas du tout. Au contraire, j'ai envie de dire. Par contre, il se trouve que les grands groupes se sont saisis du sujet beaucoup plus vite parce qu'ils ont aussi des équipes. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment, quand vous avez je ne sais pas combien de personnes dans une société, vous arrivez toujours quand même à trouver une équipe pour se focaliser un peu sur ce sujet-là. Dans les PME, c'est moins évident parce que vous êtes plutôt concentré sur votre métier. Vous essayez d'optimiser au maximum. Ça, c'est des projets qui sont assez transverses, donc c'est pas si évident. Néanmoins, c'est un vrai outil, comme vous l'avez dit, de compétitivité. Donc, nous aussi, au niveau commercial, on adresse en priorité les grands comptes parce que on n'est pas une grosse équipe, hein, on est encore
On est une petite équipe en France, hein, on est moins de 20 personnes, donc on ne peut pas aller partout et les PME, c'est quand même pas simple. Donc on essaie d'intervenir à des conférences, à des salons, des associations professionnelles pour un peu faire connaître un petit peu les cas d'usage et concrètement qu'est-ce que les sociétés peuvent mettre en place. Mais en fait, on essaie d'attaquer déjà des grands comptes pour aussi, quelque part, que ces gens-là ouvrent la voie et montrent que ça marche. Enfin voilà, c'est toujours plus simple après quand vous commencez à avoir des grands noms en termes de références clients pour aller parler à d'autres clients plus petits. Mais nous, on pense vraiment et on est convaincus que c'est un vrai outil de compétitivité pour des sociétés plus petites qui sont aussi peut-être plus flexibles et qui iront peut-être plus vite pour la mise en œuvre en fait des projets. Donc, je suis ravie d'être ici parce que si vous travaillez ou vous êtes en mission dans des petites sociétés, c'est peut-être une opportunité en tout cas de se poser la question et de démarrer certaines choses. On va prendre la dernière question et après il sera temps d'arrêter. Concrètement, justement, si on identifie dans une PME qu'il y a un cas d'usage qui pourrait se rapprocher, en tout cas qui pourrait, pour lequel l'AIoT pourrait être intéressant, comment fait-on vous m'appelez. Je sais pas, je pense que la présentation. Mais quel niveau de maturité vous demandez à la société? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on qualifie très vite, c'est-à-dire très vite, on va vous dire par rapport à ce que vous voulez faire, déjà oui, on sait faire ou on sait pas, ou c'est pas adapté, voilà. Donc, on qualifie assez vite. Et après, si on pense que c'est un sujet qui vaut le coup d'être creusé, ben, dans ce cas-là, on accompagne les clients et on va plus loin. Florence m'a signifié que le capteur de CO2 était saturé. Donc, oui, après, c'est vrai, voilà. je commence à avoir chaud. Merci en tout cas, Angélique, de nous avoir rendus un peu plus intelligents et de nous avoir ouvert des perspectives riches et diversifiées.